Salutations chers disciples et bienvenue dans notre 44e review consacrée à l'anime Dai no Daiboken. Cet épisode intitulé Le héros disparu des glaces a été diffusé le 14 août 2021 et signe la révélation du visage de Vern, le grand roi du mal, ainsi que son amour pour les échecs. Il couvre les événements du chapitre 156 jusqu'à la toute première page du 160, continuant ainsi les événements du tome 17. Comme pour le 33, l'épisode est sous-traité par le studio Voln et réalisé par Kayonaka Yamada. C'est encore le réalisateur de Trigun, Satoshi Nishimura, qui lui réalise le storyboard. Décidément, ils ont vraiment l'habitude de travailler ensemble. Du côté de la direction de l'animation, nous assistons à un cas inédit. En effet, Toei Animation a fait appel à des sous-traitants coréens, et ce n'est pas moins de 8 personnes qui se partagent ce poste. Ils ont également fait appel au studio coréen Maru Animation pour combler le manque d'intervallistes. Kozue Komatsu supervise l'animation avec un roulement moins régulier qu'au début de la série. Avant, ils n'étaient que 2 à ce poste, depuis environ 10 épisodes, ils sont 4. Nous pouvons également signaler le retour de Shuichiro Manabe à la supervision des scènes d'action, ça fait depuis le 37 qu'il n'avait pas participé à la série. Il est enfin temps d'analyser ce 44e épisode et nous pouvons constater qu'il a réussi à adapter plusieurs scènes importantes du manga avec succès. Allez, c'est parti! L'épisode débute tandis que Kilvern provoque le pauvre Pop pour lui faire perdre son sang-froid. Il lui rappelle ainsi que c'est parce que Dai est venu le secourir qu'il a été vaincu par Adlar. Notre magicien réussit tout de même à retrouver ses esprits en pensant au conseil de son professeur Matoriv. Et oui, un mage est censé rester de glace quelle que soit la situation, et il doit réfléchir pour trouver la meilleure solution. Dans le manga, la mise en scène était efficace, présentant tout d'abord un fond noir derrière Pop pour souligner son introspection. Puis ses souvenirs étaient symbolisés par l'apparition de son professeur en arrière-plan. Ici, les souvenirs sont réalisés sous forme d'un flashback légèrement flouté. Le sinistre assassin continue de jouer avec sa proie, mais Pop décide finalement de s'enfuir. A la base, il y avait un gros plan sur le visage de Kilvern et une légère contre-plongée du jeune mage prenant sa décision. La pression était palpable sur ces quelques planches, et même si la direction a été légèrement édulcorée, elle reste tout de même efficace. Kilvern reconnaît la sagesse de Pop et le poursuit, pendant que nous apercevons un Miss Vern pantois qui semble se téléporter sous l'océan. L'épisode nous gratifie d'une scène inédite au manga, durant laquelle Pop fuit à travers les icebergs. L'animation fluide et dynamique permettent d'augmenter la sensation de danger dans cette poursuite. Le tout est accompagné d'une musique oppressante du plus bel effet. La page du manga, quant à elle, était bien moins énergique, et l'équipe a réussi à sublimer ce passage. L'adaptation de la case dans laquelle Kilvern s'apprête à vaincre Pop termine en beauté cette scène. Ses yeux teintés de rouge lui donnent une véritable apparence de psychopathe. Fort heureusement, Crocodile intervient à ce moment et réussit à sauver in extremis notre magicien. Dans la page de base, nous pouvions voir Kilvern au premier plan qui esquivait l'attaque, tandis qu'ici c'est Pop qui est mis en avant. D'ailleurs, il est intéressant de constater que c'est son fidèle Garuda qui est à l'origine de l'attaque. En effet, dans cette adaptation, on nous donne l'impression que c'est le roi des carnassiers qui a effectué un sort, alors que dans le manga, nous voyons bien de la fumée s'échapper du bec de la créature. Sacré Garuda, toujours là quand on a besoin de lui. Notre bon vieux Croco Rose utilise son attaque de l'accomplissement du roi des carnassiers pour bloquer le champ de vision de l'assassin et s'enfuir avec le disciple d'Avan. La mise en scène est efficace et l'exécution du coup est plus impressionnante que dans le manga, dans lequel Crocodile ne prenait même pas la peine de citer le nom de sa technique. Bien qu'il soit exaspéré par la fuite de Pop, Kilvern reconnaît son échec et décide de partir. Une de ses répliques a toutefois été supprimée. Dans le manga, il soupirait avec un effet graphique et se disait que le seigneur Vern allait être hors de lui. Par contre, grâce au jeu d'acteur de son seiyuu Hiroyuki Yoshino, nous pouvons sentir que le personnage est agacé et que sa proie lui a échappé une deuxième fois. Pop s'excuse auprès de Crocodile de s'être enfui, mais son frère d'âme comprend bien qu'il n'aurait jamais pris cette décision s'il avait eu d'autres possibilités. Dans la planche d'origine, le roi des carnassiers portait un regard doux et empli de compassion, tandis que le magicien craquait nerveusement pour se mettre à pleurer contre lui. A la base, Pop semblait pleurer à chaudes larmes, mais dans cette adaptation, il pousse des cris de douleur nous faisant mal au cœur. Toshiyuki Toyonaga nous propose encore une fois une excellente prestation et nous pouvons sentir toute la détresse du personnage. C'est sur ces moments difficiles que le chapitre 156 se terminait, présentant par la même occasion le diadème de Dai resté au fond de l'océan.
Adlar quant à lui est en bien meilleur état et sort de l'eau glacée. La mise en scène reprend les planches d'origine en nous présentant d'abord l'ombre de son corps, puis ses cornes émergeant de l'océan. Comme on pouvait s'en douter, il régénère immédiatement ses blessures, tandis qu'il explique à Miss Verne que Dai est sans doute encore vivant grâce à son exceptionnel sens du combat. En effet, le jeune chevalier dragon a utilisé au dernier moment Giga Break, la technique ultime de son père Baran. Ceci explique les nuages et les éclairs du dernier épisode. Le flashback est bien exécuté et plusieurs dessins sont vraiment splendides, à l'image du visage impressionné d'Adlar ainsi que de l'exécution de la technique de Dai. Dans le manga, la mise en scène était exceptionnelle, le visage du roi du mal était légèrement ombré lorsqu'il commençait à expliquer ce qui s'était passé. Puis la confrontation était présentée avec des effets de vitesse saisissants et des zooms sur les adversaires luttant pour leur survie. La planche du Giga Break était également superbe et une moitié de page était dédiée à l'influence de Baran sur Dai, ce qui faisait sourire notre cher Adlar. Nous nous retrouvons au château de Papnica dans lequel Pop se fait passer un gros savant par Chu qui ne comprend pas comment le magicien a pu fuir et laisser Dai derrière lui. La honte du jeune mage est bien retranscrite ici en cachant ce regard et reprend avec efficacité le matériel d'origine. Cependant, une des cases avec le rongeur n'a pas été reprise dans laquelle il ne comprenait pas pourquoi Pop ne répondait pas comme d'habitude. Yunkel va alors provoquer son frère d'armes en le consolant et en l'infantilisant, ce que le jeune mage va évidemment très mal prendre. Même cloué au lit, le cerveau de notre beau gosse immortel est toujours en activité. Il demande à Crocodile de partir à la recherche de Dai au nord-ouest d'Orzarm. Dans le manga, nous pouvions voir la carte du monde dans sa globalité, mais ici la princesse indique directement la localisation précise de l'endroit où chercher. Le roi des carnassiers propose à Chu de venir avec lui étant donné que sa petite taille pourrait être utile. Quelques modifications ont été réalisées dans la mise en scène générale. A l'origine, Chu était accompagné d'un fond humoristique quand Crocodile lui proposait de venir, et sa vanne à l'encontre de Pop était aussi accompagnée d'un arrière-plan particulier pour mettre en valeur son arrogance. Pop ne peut pas rester ici et apprend que Marine dispose de flacons d'eau magique pour régénérer son mana. Cela reprend évidemment le lore de Dragon Quest dans lequel les objets permettent de récupérer des points de magie comme par exemple la fiole d'eau magique ou l'élixir elfique. Alors que le magicien quitte la pièce pour rejoindre la sage, Yunkel confesse qu'il a fait exprès de le provoquer pour qu'il se requinque et que son ego fasse le reste. Évidemment, il avait tout prévu. Même si cela peut paraître assez mesquin de sa part, nous pouvons constater qu'il a conscience du potentiel de Pop. Ce dernier n'a d'ailleurs pas perdu de temps et harcèle Marine en le tirant sur sa robe pour qu'elle lui donne de l'eau magique. Plusieurs modifications ont été réalisées. Tout d'abord, Marine se trouve sur la tour près de la montgolfière, alors qu'à l'origine elle se trouvait sur un chantier. Comme le lieu, les personnes autour ont également été changées. Par exemple, les artisans et en particulier le vieil homme assistant à la scène ont été remplacés par des soldats. Et enfin, c'est sans doute l'élément que vous avez tous remarqué, la censure a été appliquée sur la culotte de la jeune femme. Terrible. Dans cette adaptation, on voit seulement Pop retirer un bout de la jupe de Marine. Il a d'ailleurs dû la déchirer. La scène s'arrête tandis que le jeune mage proteste en hurlant. Heureusement, la censure ne nuit pas du tout au gag. Et nous pouvons voir un Pop motivé rattrapant Crocodile et Chu dans les airs, mais avec un beau souvenir de la jeune sage. Une bonne grosse mandale à la tronche. Le rongeur est persuadé que le jeune mage est là pour lui voler la vedette, ce qui ne manque pas de faire rire notre bon vieux Croco. Pendant ce temps, Yunkel annonce aux autres qu'il faudra se résoudre à attaquer le QG des armées du mal et que l'affrontement contre Vern approche à grands pas. La scène est conforme au manga à un détail près, c'est Léona qui demande au beau gosse immortel de se répéter, tandis que dans l'œuvre d'origine, c'était Hakim. Miskin, on aurait pu lui laisser quelques lignes supplémentaires quand même. Malgré l'attaque contre Papnica, les dirigeants continuent leur réunion au sommet afin de se mettre d'accord sur une stratégie. L'armée du mal étant réduite de moitié et la forteresse Roche-Démon ayant été détruite, le moment est venu de passer à l'attaque. Ce passage est assez classique et la mise en scène est minimaliste. Dans le manga, des arrière-plans vivants sont utilisés, ce qui est un peu kitsch de nos jours, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup dans les animés des années 90. En tout cas, le roi de Bengarna a l'air d'être devenu le plus grand fan de notre héros, et il semble prêt à tout pour l'aider. Changement radical de décor, on se retrouve du côté d'Adlar et Miss Verne dans le QG de l'armée du mal, et surprise, Zaboera est aussi avec eux. Et oui, dans le manga, le sorcier n'était pas présent lors de cette scène. La dimension de dialogue entre le roi du mal et son ancien légat est donc changée en profondeur, étant donné qu'il s'agissait à la base d'une discussion d'homme à homme sans témoin.
Bon après ils ont l'air de totalement ignorer Zaboera. Bien que l'ancien légat des ombres reste silencieux tout au long du monologue de son interlocuteur, cette discussion est fondamentale dans la relation de ces deux personnages. Adlar remercie ainsi Miss Verne de lui avoir permis de vivre la tête haute dans ses derniers instants. Quoi qu'il en soit, la scène est bien exécutée avec de beaux plans sur l'Archifélion. Celui-ci pense que Dai est toujours vivant et que sa mission a échoué. Mais Kilvern apparaît et révèle qu'il n'y a pas à s'inquiéter des décisions de Verne, étant donné qu'Adlar a su montrer l'étendue de sa puissance. Il faut donc s'attendre à des compliments, ce qui ne manque pas de faire réagir Zaboera étant donné que c'est grâce à lui que le roi du mal a pu changer de corps. Malheureusement pour lui, la porte se referme devant son nez sans qu'il ne puisse rentrer. A l'origine dans le manga, les portes restaient ouvertes tandis qu'Adlar rentrait dans la salle du trône. C'est évidemment l'un des plus grands moments de la série que nous attendions avec impatience, la révélation du visage de Verne. Alors qu'il s'attend à ce que son supérieur soit sur son trône, Adlar sent une brise de vent sur son visage et s'aperçoit que Verne est à côté, en plein jour. La mise en scène est subtile et change la luminosité progressivement sur le visage du roi du mal. Le thème de Verne commence à retentir majestueusement, tandis que nous entendons la voix calme du dieu du mal. Il profite tranquillement de la lumière du jour avec un verre de vin à la main. Ses traits se devinent malgré le contre-jour utilisé, tandis que dans le manga, une case reprenait la silhouette qui était utilisée auparavant. La réaction d'Adlar est intéressante, mêlant stupéfaction, peur et fascination. Verne confirme alors son identité, tandis que sa forme est révélée, avec un gros plan incroyable sur son visage. Il s'agit d'un très vieil homme plutôt frêle. Le design général est très réussi et sublime la double page qui permettait de conclure le chapitre 158, avec l'une des plus grosses révélations du manga. D'ailleurs, le dieu du mal fait une remarque intéressante en évoquant le fait qu'Adlar soit le seul à ne pas connaître son visage ici. Miss Verne et Kilvern sont évidemment déjà dans la confidence. Se dévoiler aujourd'hui au roi du mal permet de lui montrer la confiance qu'il lui porte. Ensuite, nous pouvons constater un grand respect du matériel d'origine. Verne est en train de jouer aux échecs et personne n'ose lui parler pendant sa réflexion. Adlar se demande même si ce vieil homme est vraiment celui qu'il a tant respecté et craint. Il pense même que son Choma Bakuenha pourrait lui briser le cou. D'ailleurs dans le manga, une case faisait un focus sur sa nuque. Verne l'invite à essayer, et l'épisode nous offre un plan incroyable d'Adlar complètement terrorisé. Ceci reprend avec grand talent la case de base ainsi que le sourire plein d'assurance du dieu du mal. L'Archifélion comprend instantanément que leur différence de niveau est incomparable. Bien qu'il lui ait manqué de respect, le dieu du mal lui confesse que c'est cette ardeur et cette soif intarissable de pouvoir qui lui avaient plu. Il décide d'annuler son dernier avertissement et lui propose de devenir son bras droit. Malgré l'honneur que constitue une telle indulgence, Adlar souhaitait mettre une dernière requête, en finir avec les disciples d'Avan. Verne accepte et nomme Miss Verne commandant des armées tandis que Kilvern continuera de travailler dans l'ombre. Dans cette adaptation, Zaboera écoute derrière la porte et ne comprend pas pourquoi personne ne parle de lui après tous les efforts qu'il a fait pour créer une créature aussi puissante que l'Archifélion. Et il se dit qu'il devrait avoir des résultats encore meilleurs pour que Verne reconnaisse sa valeur. Pour rappel, dans le manga, Zaboera n'était pas présent dans le QG, mais il observait la scène depuis l'écueil. Il en cassait même sa boule de cristal, ivre de rage, devant tant d'ingratitude. Sous l'océan, nous retrouvons Dai, coincé sous la glace, incapable de se mouvoir. Notre héros a bel et bien survécu mais se retrouve incapable de sortir de sa prison. C'est son épée qui l'a sauvé en l'enveloppant de sa chaleur, bien qu'elle ait subi une fissure durant le combat. La scène reprend correctement l'ambiance chaude et calme du manga, dans lequel une case présentait Dai enfermé et protégé par son épée. De retour au QG de l'armée du mal, Verne propose à Adlar une nouvelle armée tout en parlant d'échecs, un jeu créé à l'origine par les dieux. Le dieu du mal explique l'intérêt et les capacités de chacune des unités disponibles. Ces explications étaient aussi présentes dans le manga, et ont été bien intégrées dans cette adaptation. L'explication de Verne s'arrête lorsqu'il part de la plus puissante des pièces, la dame. Alors qu'il détruit facilement une pièce d'échec avec une autre, Adlar comprend immédiatement qu'elles sont faites en oricalque. D'ailleurs, fait assez amusant, dans l'épisode 25 de cet animé, Kilvern utilisait le même set d'échecs, ce qui n'est pas le cas dans le manga. Le dieu du mal propose donc à Adlar d'utiliser le sort interdit qui a créé Flézard sur les 5 pièces d'échecs. A la base, le chapitre 159 s'arrêtait ici. Pour conclure, on entame rapidement le chapitre suivant tandis que Pop, Crocodile et Chew débutent leur recherche pour retrouver Dai. Arriveront-ils à temps? Et que compte faire Adlar avec sa nouvelle garde rapprochée? Le suspense est à son comble.
Cet épisode, bien que narratif dans son ensemble, a encore frappé fort. La course-poursuite entre notre magicien et la faucheuse a été extrêmement bien réalisée avec une belle sensation de vitesse. Dans les points un peu sensibles au niveau technique, les passages de discussion à Papnica n'ont pas eu le même traitement visuel que le reste de l'épisode, notamment Chu qui en fait les frais. Mais la grande star de cet épisode a clairement été Vern. Le boss final du game entre enfin en action. Son arrivée rend hommage au matériel d'origine et les plans sont superbes. Que dire également du thème musical de l'Empereur du Mal? Nous l'avions déjà entendu dans d'autres épisodes et il est efficace. Nous sentons vraiment le malaise et la cruauté rien que dans les sonorités. Le rythme, encore une fois, est très correct. On passe d'une scène à une autre sans trop de coupures abruptes et on reste depuis quelques épisodes sur une moyenne de 3 chapitres adaptés. En tout cas, il n'y a qu'une chose à dire, vivement le prochain épisode. Cette 44e review est désormais terminée et nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs ainsi que nous rejoindre sur notre Discord dont les liens sont en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples et à la semaine prochaine.